La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk Raptors versus Celtics pour ce match 5. On est à 2 partout, on va aborder cette rencontre capitale aujourd'hui. Avec moi pour en parler, vous allez entendre une nouvelle voix. On a avec nous Titouan de Celtics France. Salut Titouan. Salut à tous. Comme on fait toujours, je vais te demander un peu de nous dire depuis quand tu suis les Celtics, pourquoi tu suis les Celtics, comment t'es venu cette passion? Alors, du coup, j'ai commencé à suivre la NBA au début des années 2000, donc avec les Iverson, Kobe et tout ça. Et en fait, au tout début des années 2010, je me suis dit que j'allais commencer à m'associer à une équipe pour suivre d'un peu plus près. Et donc, en principe, quand on commence à suivre un sport et qu'on choisit une équipe, on choisit une équipe qui gagne. Et donc 2007-2008, j'ai commencé à suivre les Celtics, donc du trio Ray Allen, Pierce, Garnett. J'étais un grand fan de Rondo, le vrai Rondo, hein, celui des Celtics, pas le fantôme qui est passé par Dallas et qui est aux Lakers maintenant. Et donc voilà, donc depuis le début des années 2010, j'ai commencé à suivre les Celtics et j'ai gardé le truc jusqu'au bout. Le Isaiah Thomas, le Smart, le Irving un peu moins fan, mais voilà, j'ai continué à suivre cette équipe. C'est parfait, merci. Et avec nous également pour parler de cette rencontre, pour parler de ce match 5, on a Victor de Raptors France. Salut Victor. Salut tout le monde. On va tout de suite, comme on fait d'habitude, revenir sur le match 4. Le match 4 remporté par les Raptors. Certainement le match le plus abouti côté Raptors. Pour toi, Titouan, côté Celtics, comment tu analyses cette rencontre? Quelle est un peu ta réaction après cette défaite? Pour moi, il y a deux sentiments qui m'ont habité après le match et même pendant et même maintenant d'ailleurs toujours. C'est de la frustration et de l'énervement. Alors j'étais très énervé et déçu en fait par le langage corporel et le manque d'envie en fait après la défaite au buzzer du Game 3 où on attendait tous une réaction de la part des Celtics. Et j'étais vraiment déçu et énervé de voir un manque d'envie, d'intensité, d'agressivité, vraiment un body language horrible de la part des joueurs des Celtics. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que j'étais assez frustré parce qu'on perd ce match qui est, comme tu l'as dit, je pense, un des meilleurs matchs parmi les 4 matchs joués par Toronto. Mais on a une adresse horrible à 3 points. On est à 20%, on shoot à 7 sur 35. Tatum, Smart, Kemba, ils sont à 1 sur 6. Brown, il est à 2 sur 11. À l'inverse, en plus, Toronto est à 17 sur 44 à 3 points. Donc, je suis très frustré parce que même si on perd ce match, on a quand même été dedans tout le long avec une adresse aussi horrible. Donc, je me dis 2 ou 3 shoots qui rentrent en plus, pas forcément en mettre autant que les Raptors, mais 2 ou 3 shoots en plus et on aurait pu l'accrocher en fait ce match. Donc ouais, très très frustré de ne pas avoir réussi à l'accrocher alors qu'on était dedans malgré une adresse catastrophique et surtout très énervé par le manque d'envie et d'agressivité totale des joueurs en fait. Est-ce que tu penses que l'impact du tir au buzzer d'OG Anunoby a été vraiment décisif? Est-ce que tu penses que mentalement les joueurs ont eu du mal à se remettre, même si on a entendu après les conférences de presse, mais forcément ça va toujours être le cas, les joueurs vont dire oh c'est bon, on doit oublier ça, on doit passer à autre chose, mais est-ce que tu penses que ça a eu quand même un gros impact sur le match suivant? Alors oui, de toute façon je pense, comme tu dis, à la fin, en conférence de presse, les joueurs vont pas dire ça nous met un coup au moral, c'est bon, on va perdre la série. Ils sont obligés de dire qu'ils vont revenir avec le couteau entre les dents. Mais c'est là où j'ai été déçu, c'est de voir qu'il n'y a eu aucune réaction. Et je pense qu'il nous fait plus mal que ce qu'on peut le croire, ce shoot au buzzer. Je pense que sans le shoot au buzzer, si les Celtics mènent 3-0, j'aurais pas été choqué que les Celtics sweepent les Raptors. Mais là, le momentum a clairement été repris par Toronto et il nous fait vraiment très mal. Après, ce qui me laisse un peu d'espoir, bon, déjà, il n'y a que 2-2, mais ce qui me laisse pas mal d'espoir, c'est le fait que voilà, on est à une demi-seconde d'être à 3-0. Sur le 4e match, les Raptors sont au-dessus, mais on reste quand même dans le match tout le long avec une adresse horrible. Donc voilà, sur les 2 matchs qu'on perd, on aurait très bien pu les prendre et être à 4-0.
Donc voilà, je reste quand même optimiste, mais clairement, il nous fait mal psychologiquement et le momentum est clairement passé du côté des Raptors. Victor, de ton côté, quelle a été ta réaction à cette victoire des Raptors et quelle est un peu ton analyse? On l'a déjà répété, hein, enfin un match un peu plus abouti, un peu plus sérieux de la part de nos Raptors. On a enfin vu l'équipe dérouler un jeu beaucoup plus plaisant, en tout cas que sur les 3 premiers matchs, parce que on a beau compter le 3e match comme une victoire, il faut rappeler que c'est un buzzer improbable d'Anunoby et qu'avant on se fait un petit peu malmener par les Celtics. Donc je pense que le match 3, voilà, je pense que dans l'idée on méritait plus de gagner le match 2 que le match 3. Hein, si on regarde bien le match 2, on le maîtrisait, puis après on a pris un peu la foudre venue de la part de Smart. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir vu enfin les Raptors rentrer des shoots. C'était pas forcément monnaie courante sur les 3 premiers matchs. On avait du mal à rentrer nos tirs grands ouverts, etc. Et c'était un peu frustrant. Et Titouan le disait, hein, lui, de son côté, c'est de la frustration par rapport à peut-être l'état d'esprit des Celtics sur ce match 4. Moi, c'est de la frustration que j'ai ressentie sur 3 matchs, mais qui a sensiblement été évacuée sur ce match 4, parce qu'enfin, on a vu les Raptors qui reprenaient en main quelque chose qu'ils avaient sûrement oublié, c'était que, en fait, le franchise player de cette équipe, en fait, c'est le collectif, tout simplement. C'est pas des joueurs individuels, c'est pas Siakam qui va porter la franchise tout seul, c'est pas Van Vliet qui va écraser de 3 points la défense des Celtics. Non, pas du tout. C'est avant tout un collectif qui sait jouer ensemble, qui est bien huilé et qui peut enfin proposer quelque chose d'intéressant. On a vu Anunoby qui était partout, mais absolument partout. Et ça, vraiment, il faut le dire, hein, l'année dernière, il rate les playoffs. Cette année, il se rattrape, mais d'une façon assez incroyable. On l'avait vu assez discret, mais tout le temps impactant durant les Nets. Et là, contre les Celtics, on a envie de dire que c'est le seul joueur des Raptors qui ne rate pas un seul match. On pourrait l'associer à Ibaka, visiblement, parce que Ibaka aussi a fait beaucoup de bien à cette équipe. Maintenant, il faut voir aussi les leaders. Hein. On a vu Van Vliet qui a enfin rentré des 3 points très importants quand ça commençait à se resserrer dans le 4e quart. On a vu Kyle Lowry absolument tonitruant offensivement et défensivement. Et ça, c'est important hein, quand on a besoin aussi des fois d'éclairs de génie. Hein. Et Kyle Lowry a fait parler toute son expérience, qui on pourrait encore citer. Alors, évidemment, Gasol a un petit peu passé complètement au travers de son match, mais bon, on commence à le savoir que il faut arrêter de regarder les matchs de Gasol uniquement sur les lignes de stats. Même si effectivement il n'a pas fait un bon match, mais il a quand même fait des actions qui étaient intéressantes. Hein, il ne faut pas oublier le joueur qu'il est. Voilà, dans l'ensemble, je suis très content enfin de retrouver ce collectif. Il faut dire aussi qu'on a bien défendu. Hein. On nous a dit on parlait d'un problème d'adresse sur les premiers matchs de la part des Raptors. Les Celtics, là, ont un problème d'adresse aussi, mais il faut aussi louer la défense des Raptors qui s'est enfin mis au niveau de l'attaque des Celtics. Ça, c'est encore une fois un point intéressant à aborder. Ouais, c'est ton camarade Titouan qui nous signalait que, je me rappelle je sais plus si c'était dans l'avant-match précédent, en analysant le match 3, il avait déjà remarqué que les Raptors en défense parvenaient à sortir les Celtics de leur spot préférentiel à 3 points. Et c'est ce qu'ils ont encore été capables de faire dans ce match 4 avec encore plus d'intensité. On a vraiment retrouvé les Raptors défensivement sur cette rencontre parce que si on regarde la fin de match, malgré tout, Toronto est quand même encore en galère à l'image du match 2 pour conclure offensivement. Mais c'est vraiment défensivement que les Raptors vont chercher ce match en cadenassant complètement l'attaque de Boston. Et enfin, pour juste revenir sur Marc Gasol, c'est vrai que ses stats sont pas géniales, mais quand on voit le panier qu'il met dans le 4e quart-temps, alors que plus personne n'arrivait à marquer, c'est vraiment quand même un joueur clé. Nick Nurse l'a souligné en conférence de presse hier. Après Nick Nurse, on sait qu'il aime pas du tout critiquer ses titulaires, donc même pour Siakam, il a dit qu'il était satisfait de ses tirs à 3 points tant qu'il les prend avec envie et que il voit dans ses yeux qu'il a l'impression que ça va rentrer. Pour lui, c'est des bons choix. Donc, mais sur Marc Gasol, il a dit qu'il l'avait trouvé bien meilleur en défense sur les 2 matchs où il avait été expulsé pour 6 fautes et que de toute façon, Marc Gasol qui passe des tirs, qui laisse filer des tirs et qui est plus concentré sur le collectif, c'est rien de nouveau. Je me rappelle, on en avait parlé avec Tommy de Memphis Grizzlies France qui nous a dit que même à son pic chez les Grizzlies, Marc Gasol de toute façon, il a toujours été comme ça. Et même des fois, c'est rageant quand on sait le talent qu'il a en attaque de le voir laisser passer des tirs. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce match 4. On va tout de suite aborder le match 5.
Titouan, pour toi, quelles sont les clés côté Celtics pour remporter ce match qui s'annonce vraiment décisif? L'équipe qui prendra un avantage de 3-2 aura 2 chances pour conclure la série, alors que celle qui perdra aura son dos au mur. À toi de jouer. Quelles sont les clés pour toi? Alors pour moi, j'ai noté 2 clés. Il y en a une, c'est un peu le fil rouge, on va dire, du résumé du match en fait 4. C'est le body language. Encore une fois, au Game 5, moi je veux voir des guerriers. Même si on perd le match, je veux voir beaucoup plus d'intensité et ce sera une des clés du match. Le langage corporel, défensivement, on est pas mal, je trouve. Il n'y a pas eu de grosses, à part, je crois que c'est dans le Game 3, il me semble que Laurie met 31 points, mais sinon, voilà, les Raptors, on arrive à les contenir assez bien offensivement, même s'ils rentrent leur shoot, mais on n'est pas trop mal défensivement. Mais offensivement, les Tatum, Brown, Walker, quand on connaît leur qualité de drive, de percussion, ils doivent être plus agressifs que ça, ils doivent mettre la tête dedans et aller chercher des lancers francs, surtout et en particulier quand l'adresse à 3 points n'est pas là, comme on l'a vu du coup au match précédent. Comme vous l'avez souligné, les Raptors défendent très bien la ligne à 3 points, et enfin du moins pour empêcher les joueurs des Celtics de trouver leur spot préférentiel à 3 points. Donc quand c'est dans des situations comme ça et qu'on a des Brown, des Walker qui savent très très bien driver, il faut aller chercher les lancers francs, être plus agressif, mettre plus d'intensité. Donc pour moi, ce sera la première clé pour les Celtics, le comportement sur le terrain. Et la seconde clé, c'est le scoring autour de Tatum. Au dernier match, par exemple, Tatum, il est vraiment trop seul au scoring. Il y a Brown qui en met 14 points, Walker qui en met 15. Et sinon, derrière, d'ailleurs, petite stat intéressante, sur le dernier match, Boston a 3 joueurs à plus de 10 points, donc Brown à 14, Walker à 15 et Tatum à 24. Toronto, ils en ont 5. Ils ont 5 joueurs à plus de 10 points. Alors bon, c'est un secret pour personne, Boston a l'un des pires bancs de la ligue. Donc on n'attend pas que des Williams, Tice, Wanamaker, ça score plus de 10 points à chaque match. Smart, on le connaît, il fait du smart. Comme dans le Game 3, le Game 2, pardon, il va prendre feu à 3 points un soir et il va sortir un match à plus de 20 points, mais c'est clairement pas son domaine et c'est pas ce qu'on attend de lui. Par contre, le duo Walker-Brown, ça doit vraiment mieux faire. Tu peux pas espérer gagner la série contre Toronto en croisant les doigts pour que Tatum score plus de 35 points par match. Donc Boston n'a pas la profondeur d'effectif qu'a Toronto. Chez les Raptors, tu as du Van Vliet, Ibaka, Laurie, Siakam, Anunoby, Powell, tout ça, ça peut mettre plus de 10-15 points par match. À Boston, t'as pas toutes ces options au scoring, donc quand tu peux pas compter sur 5 ou 6 joueurs différents pour mettre au moins 12 points, il faut que tes 2-3 meilleurs joueurs tournent à plus de 20 points. Donc actuellement, Tatum, il est à plus de 22 points de moyenne par match sur la série. Brown, il est à 16,5, quelque chose comme ça. Et Walker, il est à peine à 20 points. Pour moi, Walker, il doit tourner à 22-25 points de moyenne. Et Brown, il doit s'approcher des 18-19 points de moyenne. Tu peux pas espérer gagner la série avec uniquement Tatum qui score. Donc, ouais, le body language et le supporting cast au scoring autour de Tatum. Walker et Brown qui step up un peu au niveau du scoring. Parfait, super intéressant. Victor, de ton côté, quelles sont les clés pour toi côté Raptors pour ce match 5? Je vais reprendre un petit peu le format qu'utilise TSN en début de match, généralement, pour donner les clés du match. Il y a souvent une expression qui revient souvent, surtout de la part de Leo Reutins de TSN, qui dit keep pushing. En fait, c'est ça. Je pense que ces Raptors savent très bien, et Titouan l'a très bien dit au niveau de l'apport des points par rapport au banc des Celtics. C'est-à-dire qu'en fait, les Raptors, au match 4, ils ont su donner le rythme qu'ils voulaient. C'est-à-dire vraiment, il y avait un impact, on va dire, en termes de rythme qui était incroyable. Les Raptors étaient vraiment dans un style très rapide, qu'ils apprécient hein, évidemment, mais ce style rapide, il est possible uniquement si derrière, le banc suit. Je m'explique. Si on a 6-7 joueurs qui sont capables de jouer à des rythmes très élevés et donc du coup de répondre au présent, là c'est bien. Par contre, comme l'a dit Titouan, c'est très compliqué de la part par exemple des Celtics de tenir le rythme, c'est-à-dire d'enchaîner des phases offensives très rapidement en acceptant entre parenthèses le rythme des Raptors, mais en ayant un banc qui n'est pas forcément ultra fiable et en ayant entre parenthèses que Walker, Tatum
et Jaylen Brown comme, on va dire, seule option offensive. Ça peut être un peu dangereux justement de se baser là-dessus. Donc keep pushing pour vraiment garder ce rythme qui nous va si bien et qui montre que les Raptors peuvent contrôler le match et on va dire s'éviter des frayeurs de quatrième quart-temps où sur baisse de régime, on pourrait prendre un petit run de 10-0 et se remettre un petit peu dans la sauce. Deuxième point, la défense. Encore une fois, on défend, j'ai l'impression, de mieux en mieux dans cette série. Plus on avance, plus les Raptors sont enfin capables de proposer quelque chose d'intéressant, de faire varier vraiment la façon d'être. Je sais que ça a pas mal bougé, on a vu de la zone individuelle, on a vu que la zone, ça fonctionnait quand même pas mal, mais on a vu aussi que parfois, garder Anunoby au marquage individuel sur Jason Tatum, ça fonctionnait vraiment très bien. Donc là, c'est vraiment continuer à défendre de la façon dont on fait. Donc, ça va vraiment savoir varier. Et encore une fois, ça rejoint le changement de rythme. Hein. C'est-à-dire parfois passer en zone, parfois repasser en individuel, parce qu'on sait très bien que ce moment-là, il y a besoin d'un panier, donc ils vont vite le passer sur un des 3 gros joueurs des Celtics. Donc là, on sait très bien qu'il va falloir mettre nos meilleurs défenseurs sur leurs meilleurs joueurs. Voilà, donc c'est un petit peu ce deuxième point qui est très important. Et le troisième point, c'est le banc. Et ça, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais un banc efficace, c'est un banc qui peut nous faciliter les choses. Quand on voit Ibaka qui est toujours aussi effectif, il est vraiment très important dans notre rotation. Vraiment, il nous fait du bien défensivement et offensivement. Mais au match 4, on a vu que Powell avait vraiment eu une baisse de régime, malgré le fait qu'il a su rentrer quelques paniers importants. On a besoin de le voir à un autre niveau. Donc là, j'en cite que 2, mais parce que Nurse, visiblement, hésite un petit peu sur son 8e spot, sur qui va rentrer. Il ne sait pas s'il fait rentrer du Thomas pour apporter de la profondeur à 3 points. Est-ce qu'il fait rentrer un Terrence Davis qui va être très véloce, qui va vraiment apporter dans sa capacité à pénétrer la peinture des Celtics, là où forcément il y a un petit point faible, c'est dans la peinture des Celtics. Quel est ce 8e spot? Qui va avoir le droit à ce 8e spot? Un Boucher éventuellement pour pallier à un problème de faute d'un Gasol ou d'un Ibaka. Voilà, c'est pour ça que je prends le banc dans sa totalité, parce qu'on a besoin vraiment d'avoir un apport important et de voir ce que Nurse va en faire. Parce que comme je dis, hein, on a Powell et on a Ibaka qui sont des réguliers, mais on a le 8e spot où on a proposé aussi. Très bien, on va suivre ça. Norman Powell, c'est vrai qu'il n'a pas encore fait un gros match dans cette série. Il s'était relancé sur le match 3, il y avait du mieux, mais c'est vrai qu'il est à 1 sur 6, il me semble, dans le match 4. C'est compliqué pour l'instant, on n'arrive pas à avoir tous nos remplaçants impactants en même temps, parce que d'ailleurs, justement, le match précédent, Powell avait fait un bon match et Ibaka peut-être rate son seul match dans ses playoffs dans la bulle. C'était le seul match, franchement, c'était le seul match que Ibaka avait raté. Il était à 1 sur 6 au tir, je me rappelle. Enfin, après, on dit raté, mais défensivement, il avait vraiment répondu présent. On sait que l'adresse au tir, c'est quelque chose qui varie d'un match à l'autre. Et il n'avait pas réussi à mettre dedans de loin. Et il était, 1 sur 3, 0 sur 3 à 3 points, il me semble. Donc, voilà, ça, il avait du mal à se lancer dans cette rencontre. Il a bien réagi, mais de toute façon, Ibaka, ça reste une des valeurs sûres en sortie de banc cette saison et encore plus dans cette série. On attend de voir ce que va donner Norman Powell sur cette rencontre. Peut-être que tu nous le mettras dans les facteurs X Victor après. Avant d'aborder cela, on va passer aux duels. Quels sont les duels sur lesquels tu vas te focaliser, Tito? Pour moi, je choisis le duel des backcourts. Pour moi, Walker, il a montré à Charlotte que c'était un formidable scoreur. Il est venu à Boston pour aller loin en playoff. Pour moi, c'est son moment, c'est sa plateforme, c'est là qu'il doit montrer. Alors, j'adore Laurie qui est un excellent défenseur. J'adore Van Vliet qui défend aussi très bien pour un joueur de sa taille. Mais pour moi, Walker, il doit montrer qu'il est multiple star. Il doit montrer que s'il veut aller loin avec les Celtics, ça doit pas juste être un faire-valoir de Jason Tatum. Quand il est venu, maintenant c'est Tatum qui est considéré par la plupart des fans des Celtics comme le franchise player. Mais quand Walker a signé, c'était lui le number one de l'équipe. Voilà, Walker, il doit le montrer et il doit mettre la sauce entre guillemets à Laurie et Van Vliet offensivement. Et même si c'est pas forcément pour scorer et qu'il lâche la balle après, il doit vraiment les fatiguer pour qu'ensuite, quand on est en défense et que Laurie et Van Vliet soient en attaque, ils soient épuisés. Et défensivement, ce sera l'autre joueur du backcourt, donc Smart, qui doit lui s'occuper de les cadenasser, les Laurie, Van Vliet. Là, chose qu'il fait plutôt bien depuis le début de la série, à part le match où Laurie met 31 points. Mais voilà, pour moi, c'est Walker offensivement qui doit vraiment dominer le backcourt de Toronto et défensivement Smart qui doit
qui doit cadenasser tout ça. Victor, de ton côté, sur quel duel vas-tu te concentrer sur ce match ou quels sont les duels importants pour toi dans cette rencontre? Ouais, je pense que je vais citer, on va dire, deux duels, parce que je pense qu'encore une fois, ça va être intéressant à suivre. Le duel Anunoby-Jason Tatum, alors on sait que offensivement, Tatum a l'avantage. On sait très bien que c'est pas à Anunoby qu'on va demander de scorer 25 points, prendre 5 rebonds et distiller 6 ou 7 passes dans un soir exceptionnel. Moi, je parle surtout on va dire, du duel défensif dont on va avoir le droit. C'est est-ce que Anunoby va pouvoir amener ces 10-12 points qui vont être si importants parfois dans certains runs et prendre ces rebonds dont on sait qu'il est très bon, hein, on sait qu'il est très bon au rebond. Et est-ce que Tatum va réussir on va dire, forcer le cadenas Anunoby? En fait, je pense que des deux côtés, je pense qu'il va vraiment avoir un très beau duel à regarder et à suivre, puisque mine de rien, Anunoby, c'est pas forcément le joueur dont on voit le plus souvent. Hein. Souvent, c'est un peu dans l'ombre. Hein. Comme on l'avait souvent, bon, on l'a pas comparé à Kawhi Leonard, mais on a un petit peu vu certaines façons de faire qui nous ont rappelé un petit peu le Kawhi des Raptors. Moi, c'est vrai que je me dis, finalement, il a travaillé avec, il a aussi pris beaucoup. Et donc là, c'est aussi là où on va pouvoir voir si ces fameux petits détails vont jouer. Et enfin, le deuxième point, ou le deuxième duel, c'est le duel des bancs. Encore une fois, je le répète, les bancs, c'est super important et on a vraiment besoin de cet impact. Quand on parle de collectif à Toronto, c'est un collectif qui va jusqu'à là, parfois jusqu'à la 10e rotation de banc. Donc là, on a vraiment besoin de voir un Ibaka efficace, mais aussi un Powell. Et aussi, parfois, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le 8e spot, on a besoin de voir qui va en sortir et que cette personne soit efficace. Si c'est Thomas qui sort, qu'il nous mette 2-3 points importants. Et entre parenthèses, ça sera on va dire un duel remporté, puisque si Thomas nous sort ne serait-ce que 2-3 points, ce sera déjà, entre parenthèses, un contrat rempli. Donc voilà, je pense que d'un côté, si on met Tatum Anunoby, plus encore un autre duel avec les bancs, je pense que déjà, on aura deux belles choses à surveiller et à regarder. Très bien, très bien. Et on finit avec les éventuels Factor X. Côté Celtics, on a vu quand même plusieurs joueurs du banc qui se sont illustrés. Je pense notamment à Robert Williams qui a fait quelques bons passages. Quel joueur attends-tu pour faire la différence ou au moins avoir un apport supérieur à d'habitude pour essayer un peu de forcer les choses dans ce match? Bon, Tatum, tous les joueurs qu'on attend, globalement, Tatum, il fait sa série avec des hauts et des bas, mais globalement, il fait sa série. Pareil pour Smart. On attend plus de Walker et Brown, mais pour moi, le Factor X, c'est vraiment le joueur qui peut nous faciliter les matchs, c'est Theis. Alors, c'est pas un joueur ultra athlétique, mais je trouve qu'il défend très bien et de manière très intelligente. Il compense énormément sa taille et son manque de physique par son QI basket. Et quand il peut dominer, alors bon, dominer c'est un grand mot, mais quand il peut du moins limiter le duo Ibaka-Gasol, notamment au rebond, et qui tourne en double-double, donc on l'a vu lors du match 1, avec un Theis qui domine au rebond et qui tourne en double-double, ça rend le match beaucoup plus simple pour les Celtics. Sur les ailes et les extérieurs, on sait qu'on peut faire confiance à Brown, à Tatum, à Smart pour bien défendre. Mais globalement, pour moi, le Factor X, c'est Theis. S'il peut tourner en double-double, en 10 points, 12 rebonds, ça nous facilitera énormément le match parce que ça veut dire que Ibaka va pas forcément tourner en 18 points, 10 rebonds comme il fait régulièrement. Et donc ça peut pas mal nous aider. Ouais. Je te rejoins, ça me rappelle, j'en avais parlé dans l'après-match. Dans l'après-match du match 4, les Raptors ont marqué 24 points en seconde chance sur 10 tirs. C'était une chose marrante, c'est qu'ils avaient pris seulement 8 rebonds, mais ils avaient réussi à avoir 10 tirs en seconde chance. Donc je pense qu'il y avait eu l'activité au rebond qui avait permis que les Celtics ne chopent pas certains rebonds et que ça sorte en sortie. Mais c'était quelque chose d'assez spécial. Il y a eu 24-12 pour les Raptors sur les secondes chances dans le match 4. Et comme tu dis, si tu as un Theis qui, par son énergie, parvient à contrôler ce rebond, tu limites les secondes chances et tu limites les Raptors qui n'avaient pas un bon pourcentage au tir en global dans le match 4. Et ces secondes chances les ont beaucoup aidés. Donc je te rejoins sur ce Factor X. Je pense que, en plus, Theis, dans les premiers matchs, moi, il m'avait impressionné. Je l'avais vraiment trouvé très bon. Comme tu dis, il a cette capacité à couper au bon moment, à être là pour récupérer les passes de ses coéquipiers qui quand même attirent la défense sur eux. Et souvent, s'il y a une prise à deux à faire, c'est Theis qu'on va laisser seul, que ce soit à 3 points ou
pour un dunk. Donc c'est vrai que je pense qu'il a une clé importante côté Celtics. Si tu me permets, je mettrais même en Factor X, si je peux mettre 2 joueurs, je mettrais la doublette Robert Williams. Parce que quand on voit la distribution de minutes, on voit que Brad Stevens n'hésite pas à donner 10-15 minutes par match à Robert Williams. Et même s'il fait des fautes qui me font bondir de mon canapé, parce qu'il fait des fautes vraiment, vraiment naïves, il apporte quand même énormément d'énergie au niveau du rebond, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc ouais, si cette doublette Williams-Tice apporte l'énergie qu'elle doit apporter et contrôle le rebond, ça peut vraiment nous faciliter le match. Je suis d'accord. Et toi, Victor, pour conclure pour les Raptors, qui vois-tu en Factor X? En Factor X, alors tout à l'heure, tu as bien fait de nous rappeler un petit peu la définition presque de ces Factor X, un peu des gars sortis du bois qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Alors en Factor X, parce que naturellement, bêtement, on aurait pu dire Kyle Lowry, s'il continue sur le même rythme, forcément, ça va être un Factor X parce que c'est le genre de joueur qui nous fait remporter les matchs, etc. Alors moi, sur ce point-là, je suis totalement d'accord. Mais du coup, pour revenir plus à la définition même du Factor X, je citerai Norman Powell. Je pense qu'on a très envie de le voir revenir à son niveau, à un véritable niveau de saison régulière, parce qu'on l'a vu en fin de saison régulière où c'était vraiment... je pense qu'il titillait les 20 points de moyenne et c'était vraiment un slasher pur, dangereux en pénétration, dangereux à 3 points. Les joueurs n'hésitaient pas à parfois faire des prises à 2 sur lui parce que quand il prenait chaud, là ça commençait à être compliqué à défendre. Donc je citerai dans un premier temps un vrai Factor X qui va être celui-ci. Et le deuxième Factor X, je vais citer, alors je sors un petit peu du côté Factor X joueur pour plus aller vers le Factor X faute et lancer. On a vu que parfois il y avait un certain déséquilibre dans les matchs entre les Raptors et les Celtics. On voyait que des fois dans des mi-temps, les Raptors, comme par exemple je pense au Game 3, on tire pas un lancer de la première mi-temps. Je pense que ça va se rééquilibrer avec peut-être les ajustements défensifs des Raptors et aussi avec les Celtics qui peut-être tentent d'être plus agressifs sur cette défense et donc du coup soit provoquent des fautes, soit font des fautes un petit peu bêtes. J'espère en tout cas que les Raptors auront bien saisi que parfois, malheureusement, les Celtics ont cet avantage, on va dire, d'avoir des calls de superstars qui ne sont pas forcément très justifiés. Mais je pense que ça va être aussi très intéressant à suivre parce qu'on sait très bien que les Celtics ont aussi bonne presse, on va dire bonne réputation en NBA. Donc ça peut travailler aussi, mine de rien. On a aussi besoin d'être plus intelligent qu'eux, de dire s'ils ont 7-8 lancers de plus que nous à la fin du match, il faut les compenser par des choses dont on sait très bien faire. Forcer les passages en force, ça Kyle Lowry sait très bien le faire. Et si on arrive à maîtriser notre écart au lancer et maîtriser aussi les fautes et aussi notre capacité à faire prendre des fautes aux autres joueurs, quand on parlait de Tice et de Williams, là, c'est aussi eux, ils peuvent facilement prendre des fautes. Ça va être aussi à nous aussi à pousser là-dessus, à travailler en disant si les mecs ils ont à la fin de la première mi-temps ils ont 3 fautes chacun, la peinture est peut-être un peu plus accessible pour des gars comme Gasol ou Ibaka où là il va falloir vraiment travailler là-dessus. Voilà, c'est un Factor X que je trouve assez intéressant dont on n'a pas forcément parlé. On a souvent critiqué le fait qu'on n'ait pas assez de lancers côté Raptor, ou alors que les Celtics, justement, on avait un petit peu trop. Je sais qu'il y avait un peu une forme de critique de ce côté-là. Donc là, je voudrais pas critiquer, mais plutôt dire que ça peut être un Factor X dans chacun des matchs. C'est vraiment cette propension à prendre et à donner des fautes. C'est parfait. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir répondu présent pour ce Raptors versus Celtics match 5. On se donne rendez-vous aujourd'hui. On a enregistré le jour même. On se donne rendez-vous ce soir. Ils ont gardé les mêmes horaires. Je pense qu'on va être comme ça jusqu'à la fin maintenant. Rendez-vous à 18h30 heure canadienne. Donc ça fera minuit et demi en Europe. Merci de nous avoir suivis. Et comme on dit tout le temps lorsqu'on se quitte, let's go Raptors. Et let's go Celtics. Lowry for 3.